C'est Matt Fraction, c'est Matt Fraction, au scénario de ce nouveau titre Batman Prime. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce bilan lecture, cette vidéo achat comics de ces dernières semaines. L'occasion pour moi de faire une vidéo chill, plaisir, d'enchaîner un petit peu les titres. Vous allez voir, on va faire des petits combos. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. C'est parti. Et on commence avec Batman Prime. Et Batman Prime, c'est un titre que j'attendais énormément. Je l'ai acheté le jour J, je l'ai lu le jour J, et j'ai kiffé ma lecture. C'est trop bien. Donc pour la petite histoire, Matt Fraction, c'est le scénariste. Il est connu pour son fameux Hawkeye. Hawkeye d'ailleurs qui va avoir droit à une sortie en omnibus en décembre prochain. Donc là je suis trop content, je serai au rendez-vous. Ce sera sûrement l'un de mes cadeaux de Noël. Jorge Jiménez au dessin, j'ai découvert ce dessinateur grâce à Batman Joker War. J'avais beaucoup aimé ce run de James Tynion IV. D'ailleurs, on reviendra sur cet auteur un peu plus tard dans la vidéo. Ici, dans Batman Prime, c'est apparemment un relaunch, le 4e relaunch de la continuité Batman. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré. J'ai adoré. Par contre, je vais mettre un petit bémol directement. Pour un nouveau lecteur, il y a heureusement un édito qui nous permet de comprendre ce qu'il s'est passé avant dans la continuité, parce qu'on arrive quand même à un moment où Batman a perdu son majordome. On a deux Robins qui sont encore domiciliés chez lui, Damian et Tim. Il est important de savoir aussi que James Gordon n'est plus le commissaire de la police. Il est de nouveau un policier qui fait limite la circulation, un policier de terrain avec son uniforme. Et c'est un nouveau méchant, Mr. Randall Savage, qui fait son entrée, qui est commissaire. Et dans ce tome 1, Ennemi public numéro 1, nous avons un Batman qui n'est plus un ami, un allié de la police. 6 chapitres font partie de ce premier tome. J'aime beaucoup le chapitrage. Il y a un côté très cinématographique. Ça commence avec l'issue numéro 5, par exemple. On commence avec ce début d'histoire, on tourne la page et on tombe sur un côté titre ciné. C'est vraiment trop stylé, ça met vraiment l'ambiance. Donc c'est un Batman plutôt positif. On retrouve de la couleur, donc le bleu, le gris, qui le caractérise dans certains comics Batman. C'est un Bruce Wayne que j'ai adoré parce qu'il a beaucoup d'humour. Tim Drake est vraiment mis en avant et n'est pas là juste pour être le Robin de service. Il a vraiment quelque chose à proposer dans sa démarche, dans son parcours de vie aussi. On apprend qu'il a un petit copain qui s'appelle Bernard. Alors Bernard, ça fait penser tout de suite à nos grands-parents ou à nos oncles, mais en VO, peut-être que c'est un peu moins connotation ancien bonhomme, parce que ancienne génération, parce on prononce Bernard. Bernard and Tim. Bref, je m'égare. J'ai adoré ce Bruce Wayne, avec Bruce Wayne qui est très présent dans ce titre, un Batman très positif. On rend hommage à cette période un peu gadget en renouvelant son arsenal. Il y a la Batmobile qui est juste magnifique et qui n'est pas sans rappeler celle du The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, tout en ayant bien sûr des petites touches de nostalgie, comme avec la Batmobile de Tim Burton, qui est ici nettoyée par notre ami Damian Wayne. Donc une nouvelle approche, de nouveaux personnages comme Randall Savage à la mairie. On a aussi ce fameux Minotaur, un méchant, plus méchant que les autres méchants. Très fier de cette phrase. Nous avons le Dr Zeller, qui est sûrement le nouveau crush de notre ami Bruce Wayne. Mon épisode préféré, c'est le rencard, parce que Bruce Wayne se retrouve avec le Dr Zeller en pleine course-poursuite. Il va quand même éviter de la laisser toute seule et il va carrément armer ses poings, tel Henry Cavill dans Mission Impossible 6. Ça, c'est vraiment la petite touche qui m'a bien fait kiffer. Il y va. Et j'ai adoré ce titre. C'est très, très rythmé. Il y a vraiment un style, j'ai vu des lecteurs en parler, et ce qui est à juste titre, c'est qu'il y a une énergie, un rythme un peu comme dans un manga. J'ai beaucoup aimé. On a quelques flashbacks aussi par rapport au passé des personnages. Et là, on voit un Bruce un peu plus paternel, comme avec Tim, où il lui apprend un petit peu à conduire. Les dessins de Rory Jiménez sont vraiment magnifiques. Lui et Dan Mora, ce sont vraiment les héritiers de Jim Lee à son prime. Humour. Ça, c'est une planche qui va rester. Et si je peux avoir un poster pour le mettre dans ma chambre, pas sûr que ma femme soit d'accord, mais ça, c'est magnifique. Avec ce côté high fish, là, est vraiment chouette. Vraiment chouette. Ça donne même le vertige. Trop cool.
Voilà, même les gadgets, quand il parle de ces gadgets Batwing, aile intégrée, avec tenue de vol à basse altitude, enfin, c'est pas ringard, c'est bienvenu, c'est léger, ça fait un bien fou. Et pourtant, il y a de l'enjeu, parce que Batman va être recherché pour meurtre à cause de Randall Savage, ce fameux commissaire ripou. Donc vraiment cool de retrouver ces personnages et de découvrir un nouvel arc narratif. Et on ne balaye pas du tout ce qui s'est passé avant, ne serait-ce qu'avec Alfred. Même si l'astuce pour faire revenir Alfred d'entre les morts me dérange, parce que j'aurais préféré peut-être, au lieu de le faire revenir en IA, j'aurais préféré qu'on assume complètement son absence, l'absence du proche perdu, la perte d'un proche, histoire de voir un peu comment il s'en sort avec ça. Là, je trouve que cette IA, ça fait un peu peut-être effet placebo, mais voilà. C'est juste mon avis comme ça. Tome 1, ennemi public numéro 1, Batman Prime, je suis trop content de l'avoir lu. Si vous pensez que l'épisode caniculaire qu'on vient de vivre est dû au réchauffement climatique, vous vous trompez. Il est dû à l'avenue d'une seule chose, le Ghost Rider. L'omnibus Ghost Rider est sorti fin mai et je me suis jeté dessus. J'avais trop envie de découvrir cet omnibus avec ce personnage infernal. Cet esprit vengeur, le Ghost Rider avec Johnny Blaze. Donc là, pour la petite histoire, le scénariste, c'est le run de Jason Aaron sur ce personnage, sorti en 2006, donc il y a 20 ans. Je sais que ça n'a pas été publié intégralement à l'époque, donc là on a clairement des épisodes inédits, on a le run complet. Donc Ghost Rider 2006, épisode 20 à 35, et le Ghost Rider Events One Fire 2009, 1 à 6. Pour la petite histoire, c'est vraiment pas les origines story du Ghost Rider. Donc on a un bel édito qui nous explique un peu tout ça. Donc c'est un omnibus de 530 pages environ. Donc hop, je l'ai bien ouvert. Normalement, il n'y a pas de problème d'œil. Et pour le coup, on a Johnny Blaze qui est à la recherche du grand méchant de l'histoire, celui qui l'a embarqué dans cette histoire de vengeance entre l'enfer et le paradis. Donc là, moi j'ai appris une chose, c'est que Johnny Blaze, parce que moi c'est vrai que Ghost Rider, je l'ai découvert en 2007 avec le film de Nicolas Cage. Nicolas Cage qui, l'air de rien, a incarné 3 personnages de comics, Ghost Rider, Big Daddy dans Kick-Ass, et récemment, notre ami Spider-Noir, dans la série Amazon qui vient de sortir. D'ailleurs, très bonne série, je l'ai regardée en intégralité, en noir et blanc. Et c'est comme ça qu'elle a été pensée quand ils ont filmé la série, donc c'est comme ça que je l'ai regardée. J'ai passé un super moment, Nicolas Cage il s'éclate, plus de 60 balais, le mec il donne tout, et j'ai passé un super moment. C'est un vrai polar, ça respecte les codes des années 30, avec la secrétaire, le gamin malin, la pin-up un peu menthe religieuse, entre guillemets, enfin voilà, le mafieux, enfin que des super acteurs, le détective, trop bien. Voilà, je referme la parenthèse, donc Ghost Rider, je l'ai découvert donc, avec ce film de 2007, où on retrouve Eva Mendes, il y a aussi Sam Elliott dedans qui joue le rôle du Ghost Rider originel, donc ça c'était vraiment là le clin d'œil à l'époque avec ce fameux cowboy sur son cheval de mémoire. Donc l'omnibus, moi j'ai pris la version standard parce qu'il existait donc une version avec une couverture plus collector qui reprend clairement cette planche assez badass. Voilà, ça c'est vraiment cool. J'avais envie de ça, j'avais envie d'une lecture fun, j'avais envie de m'éclater et avec un univers assez rock'n'roll. Quand vous ouvrez l'omnibus, c'est rare de pouvoir les porter comme ça, hein, vous avez ce petit menu. Voilà, ça me rappelle un peu les bons restaurants où il y a une petite carte, il n'y a pas grand chose, mais du coup, on est sûr que ça va être bien fait. Bah, pour le coup, scénario Jason Aaron. Alors Jason Aaron, je l'ai découvert grâce à Absolute Superman récemment. Donc apparemment, ce titre, c'était vraiment ses débuts, c'est pas forcément son meilleur. Il n'a pas encore sa recette qui fait sa reconnaissance actuelle. Mais ouais, j'ai passé un super moment. Au dessin, on a Roland Bauchy, Tan Eng Huat et Tony Moore. Plutôt sympathique. Alors, voilà, précédemment dans Ghost Rider, ça c'est magnifique avec les couvertures de Marco Djurdjevic, entre enfer et paradis, parce que c'est clairement ça, l'histoire. Donc là, on a Johnny Blaze, cascadeur, qui a vendu son âme au diable pour sauver l'un de ses proches. Mais les choses ont mal tourné pour le motard, son beau-père est mort, et Johnny s'est retrouvé condamné à partager ses jours avec Ghost Rider, un mauvais esprit qui ne vit que dans le but d'exercer sa vengeance. Et récemment, Johnny a découvert que son existence en tant que Ghost Rider
est l'œuvre d'un ange déchu nommé Zadkiel. Et c'est lui, le big méchant de l'histoire, le gars qui va gérer toute l'affaire. Donc, sa petite amie Roxane a en effet noué un pacte avec ce dernier afin d'éviter que Johnny ne passe l'éternité en enfer. En échange, Johnny est devenu Ghost Rider, l'esprit de vengeance. Depuis lors, Zadkiel utilise Johnny comme un pion dans sa guerre contre le paradis et dans ses tentatives de renverser Dieu lui-même. À présent, Johnny compte prendre d'assaut le paradis afin d'assouvir sa vengeance. C'est son projet, retrouver Zadkiel pour prendre d'assaut le paradis. Donc ça, c'est son projet de base, sauf qu'il y a une autre histoire par-dessus ça. C'est comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a 2 Ghost Riders, et oui, on a une guerre fratricide ici, parce que Johnny Blaze, vidéo sans spoiler les enfants, Johnny Blaze, il a un frère, et un frère qui se fait, on le comprend très vite, manipulé par Zadkiel, ce fameux ange déchu. Le but pour lui, c'est que le frère de Johnny, un Ghost Rider également, s'occupe des autres Ghost Riders, parce que là c'est aussi quelque chose que j'ai appris, c'est que, un peu comme Spawn en fait, même si Spawn c'est venu bien après, enfin ça a été créé bien après Ghost Rider, bah, c'est qu'il y a plusieurs Hellspawn, bah là on a plusieurs Ghost Riders dans les différents pays du monde entier. Donc là le frère de Johnny, qui qui va essayer, qui lui son but en fait c'est de prendre le pouvoir des autres Ghost Riders pour donner tout ça à Zadkiel. Zadkiel il veut être plus fort et il veut s'occuper du paradis. Il y a un premier arc entre enfer et paradis en 4 épisodes, plutôt sympathique, avec des histoires de fantômes, une histoire d'infirmière complètement déjantée, qui sont carrément liées à l'enfer. Voilà, j'en dis pas plus, c'est vraiment une chouette lecture, j'ai pris un pied monstre à lire ça. Honnêtement, je me suis éclaté à lire ça, j'ai dévoré l'omnibus de 530 pages en 3-4 soirs, je crois. Ici, il y a vraiment des séquences qui sont assez badass, c'était un peu le but. Et tout en ayant une histoire qui tient la route par rapport à cette histoire d'enfer et paradis. Et là, on a quand même un auteur qui a des avis assez tranchés des fois sur la religion. Il nous sort quelques petites bombes. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Voilà, le fameux Ghost Rider. Ce qui est bien avec Johnny aussi, c'est que c'est un anti-héros. Donc le but étant de se venger, mais au passage, il faut aussi sauver le monde. Même s'il y a des moments il y a des moments pour lui très compliqués qui vont l'amener à limite abandonner, quoi. Il y a d'autres personnages qui sont des vrais psychopathes, donc on a pas mal de bad guys dans l'histoire aussi. Et ce Zadkiel, cet ange déchu, avant qu'on le découvre, bah, on fait monter un peu la sauce à son sujet, c'est assez mystérieux, c'est vraiment bien foutu. Voilà. Moi je me suis plutôt éclaté, effectivement c'est pas la meilleure lecture que j'ai eue ces dernières années, mais voilà, j'ai passé un super moment, il remplit sa mission, c'est un divertissement. Et je vous montre mon petit passage qui fait plaisir. Hop là. Et je vous montre ceci. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est vraiment magnifique. Couverture de Marc Silvestri. Trop beau. Ghost Rider. Donc, si on a chaud en ce moment, c'est de sa faute. L'omnibus Ghost Rider est sorti. Je crois que c'est le premier omnibus Ghost Rider. Je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je découvre totalement le personnage. Là, j'ai plutôt kiffé. Ghost Rider de Jason Aaron. Et on continue sur du Jason Aaron avec le fameux Absolute Superman tome 2. Donc Jason Aaron au scénario, on a Rafa Sandoval au dessin, Carmine Di Giandomenico aussi. Et le fils du démon, ce tome 2. Voilà, donc un Superman qui me fait fortement penser à Supergirl. Voilà. Pourquoi ce raisonnement? Parce que Supergirl, elle a grandi sur Krypton. Elle a quitté plus tardivement que notre ami Kal-El, qui était tout bébé, la planète. Donc quand on lit Superman, Woman of Tomorrow, on sent qu'il y a un côté post-traumatique qui est très présent. Donc j'espère qu'on va trouver ça dans le film. Et d'ailleurs, le fameux syndrome PTSD, on en reviendra plus tard. Et là, ce Absolute Superman, ce Kal-El, je trouve qu'il y a vraiment des ressemblances avec cette Supergirl, puisque lui aussi, il a vécu la majorité de son enfance sur Krypton, avant de l'avoir détruite. Donc là, Kal-El, qui dans ce tome continue sa lutte contre Lazarus, cette fameuse société qui exploite et tue des pauvres gens. Donc dans la suite de cet épisode, on découvre un Kal-El qui fait la connaissance avec les Kent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait un petit peu depuis la fin du tome 1. On va faire connaissance dans ce tome avec des protagonistes de qualité,
est d'une horreur. Brainiac, j'ai adoré le traitement de ce personnage. C'est un personnage, j'ai jamais été... enfin, jamais été... Je suis pas un grand fan de Brainiac, mais dans ce titre-là, je trouve qu'il est vraiment bien développé, on comprend son point de vue, et il y a un truc assez épidermique. Il est ignoble, et on comprend un peu le personnage, quoi. Il a été torturé, il torture, ça va au-delà de ça, bien entendu, mais ça en fait un ennemi de qualité pour ce tome numéro 2 de Superman. Lois, elle est toujours forte, toujours badass, toujours dans cet esprit journalistique en devenir, parce que là, il y a un moment où elle va combattre en diffusant des informations. Donc j'ai beaucoup aimé ce titre, enfin j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé ce titre, après c'est un Superman qui ne s'éloigne pas trop de ce qu'on connaît, je veux dire, effectivement il y a ce côté post-traumatique, il y a ce côté communication avec sa cape qui est une intelligence artificielle, ça commence à être présent de plus en plus avec ces histoires. Je parlais tout à l'heure de Alfred en intelligence artificielle. Donc là, on a cette cape qui apportait du réconfort et surtout une présence de Krypton, quoi. Jimmy Olsen, il a des couilles, ça fait plaisir. Donc une histoire plutôt sympa, je vais pas aller plus loin pour éviter de spoiler. Et cette couverture, qu'en pensez? Bah, elle traduit bien ce qu'on trouve dans le bouquin avec cette fameuse milice. Mais c'est pas celle que j'aurais choisie, je préfère largement la première. J'aime bien celle-là, elle est cool. Enfin bref. Batman, Superman, Absolute. Plutôt sympathique, les dessins sont très beaux de Rafael Sandoval aussi. Restons sur du Absolute avec Absolute, tome 2 de Wonder Woman. Et là, clairement, c'est le titre Absolute que je préfère. Il y a, allez, on va dire ex aequo avec Batman tome 2. Mais j'adore l'histoire que Kelly Thompson met en place. J'aime le dessin de Aidan Sherman. Et il y a une réflexion que je m'étais faite en voyant les vidéos des copains comme Comics du mercredi. Nico, je te salue d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vous mets une petite photo. C'est un tueur. Il fait plusieurs vidéos par semaine. Il partage sa passion même quand il est malade. Et pour le coup, force à toi, Nico. Et j'adore. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, en France, on a eu ce tome 1 avec les 5 premiers numéros de Wonder Woman dessinés par Aidan Sherman, et on n'avait pas la conclusion. On terminait sur une espèce de cliffhanger qu'on retrouve donc dans ce tome 2. Au début, je me suis dit, mince, en VO, ils ont les 2 épisodes manquants, ils ont pu avoir la fin de l'arc. Nous, non. Eh bien, pas bête la maison d'édition. Déjà parce que j'imagine que le tarif est moins cher, et surtout que ça permet d'avoir un auteur, un dessinateur sur ce premier titre. Donc là, on a dans ce tome 2, on débute avec la conclusion du tome 1, avec un changement de dessinateur pour le coup. On retrouve Diana aux enfers, en train de converser avec Hadès, qui l'a embarqué. Et j'ai adoré cet épisode parce qu'il y a un côté complètement assumé, je trouve, en plus. Il y a un côté God of War. God of War, je suis un fan du jeu vidéo, j'adore, il y a du gigantisme, cette mythologie grecque avec les dieux, franchement, c'est là quand elle grimpe, là, ce rocher, ça me fait clairement penser à une séquence du jeu où on est en train de grimper, je crois que c'est dans God of War 3, le mont Olympe. Donc il y a un côté God of War que j'adore, et là, arrivée au sommet de cette montagne, elle retrouve Prométhée, ce fameux dieu enchaîné qui se fait manger le foie à l'infini par des corbeaux. Enfin, j'ai trouvé ça épique, j'ai trouvé ça beau, sans parler d'une bataille avec le fameux basilic. Enfin, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Après, on retrouve un autre dessinateur sur ce fameux interlude qui est très léger, ça permet de souffler un petit peu après la fin de cet arc narratif, avant de commencer et de retrouver Aidan Sherman au dessin. Et voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que là, on voit une Diana qui a sa petite équipe, son groupe, et qui va partir à la recherche d'Amazon potentiel. C'est chouette parce qu'on retrouve toujours un petit peu des passages de son enfance, de comment elle a grandi avec Circé, toujours avec le découpage d'Aidan Sherman qui est très, très inventif, très pertinent, et qui n'empêche en rien le plaisir de lecture. C'est très fluide. Puis je terminerai avec ce moment badass que vous avez dû voir peut-être plusieurs fois. Voilà. C'est une déesse guerrière, la dernière des Amazones, ou pas, on verra bien. J'ai adoré Absolute Wonder Woman tome 2, c'est vraiment
un gros kiff, un gros plaisir. Et là, Kelly Thompson, c'est vraiment une scénariste que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son Scarlet, j'ai adoré son Black Widow. J'ai pas lu son Jeff, à part dans le fameux Batman Deadpool. Mais ouais, gros kiff, gros kiff. Là, j'enchaîne rapidement avec des titres que j'ai présentés dans mes précédentes vidéos. Je parle de Battle Beast pour le coup, Battle Beast, ce fameux spin-off d'Invincible, sorti chez Delcourt. J'ai adoré, j'ai adoré. Comme je le dis dans la vidéo, c'est un défouloir. On retrouve ce fameux fauve de combat juste après les événements de l'épisode 19 de l'intégrale numéro 2 d'Invincible. C'est un pur kiff. C'est trop bien. C'est trop bien parce qu'on a un personnage qui, de prime abord, a l'air complètement con, et parce que son seul but, c'est de trouver quelqu'un capable de le tuer. Mais ça va au-delà de ça, parce qu'en fait, on comprend que c'est quelqu'un qui a une espèce de maladie, quelque chose qui le ronge, une colère qui le ronge. Il n'a aucune satiété en ce qui concerne le combat. Voilà, donc les épisodes 1 à 6 de la série Battle Beast. J'ai adoré, je vous invite à aller voir la vidéo, j'en parle un peu plus. Je parle de son côté badass. Je parle un petit peu d'Invincible parce que je me suis fait un kiff. Pendant 2 semaines, j'ai relu l'intégrale, enfin les 12 tomes de l'intégrale Invincible. Donc ça équivaut à 3 omnibus. J'ai adoré, c'était trop bien de me replonger dans cet univers. Et prolonger ça avec Battle Beast, c'est un gros kiff. Surtout que c'est un personnage qui a une importance capitale dans l'intégrale tome 10. Très très chouette, c'est une belle édition qui se cale très bien avec les autres intégrales au niveau format. On retrouve aussi des bonus de fabrication, des galeries d'illustration. Ça, c'est des choses qui doivent vous manquer à ceux qui possèdent l'Omnibus VO et pas les intégrales Delcourt. Parce que dans les intégrales Delcourt, il y a pas mal de bonus, d'anecdotes, même des illustrations faites en convention pour des fans. On retrouve plein de petites, de petites idées qu'ils ont eues pour certaines cases. J'ai une pensée pour une case où t'as Marc et Eve qui sont en train de s'embrasser, et t'as la case qui finit dans l'arrêt des fesses de Eve. Donc, donc Ryan Otley a évité de garder ça, et il a remonté le cadre histoire qu'on voit pas les fesses et que ça fasse pas cet effet-là, et du coup il y a un peu d'humour, il y a un peu de blague là-dessus. Ça, c'est des choses qu'on découvre dans les bonus. Voilà. Donc le fauve de combat, c'est sympa, il se fait même des amis, un ami, un prince unijambiste, un homme, une espèce d'homme tronc. Pareil, c'est une intelligence artificielle qui va essayer de lui trouver des ennemis à combattre, parce qu'elle, son but, eh ben, c'est de le buter parce qu'il a flingué son équipage. Donc encore une fois, une intelligence artificielle présente dans l'une de ces histoires. Voilà, Battle Beast, je vous le conseille fortement. Je crois que ça sera en 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Voilà. Lisez, Invincible. Même chose, j'en ai fait une petite review et lecture. Crypto, le dernier chien de Krypton. Donc là, on offre à Crypto une origin story, un récit complet en 120 pages pour 17 €. Une histoire de Ryan North, au scénario, Mike Norton au dessin. Ryan North, j'adore son travail sur les 4 Fantastiques. Le 3e Deluxe est sorti et je l'ai acheté. Je vais vous présenter juste après. Crypto, j'ai adoré, même le découpage de la narration. Les chapitres correspondent à des saisons durant l'année. Il y a des moments épiques, des moments très violents, pour ceux qui défendent la cause animale, ça risque de vous révolter un petit peu. Bon, ça reste une histoire, mais c'est des choses que les animaux peuvent vivre. Il y a de l'art séquentiel, parce que le chien ne parle pas, donc le découpage est très propre. Le travail du dessinateur de Mike Norton sur les expressions du chien, sur sa façon de se mouvoir, sont hyper réalistes. On sent qu'il a observé sûrement son chien, je suis sûr qu'il en a un, ou sinon un travail de documentation bien sûr. Donc Crypto, au fil des rencontres, va vivre des péripéties. Donc voilà, j'en parle pas plus. Vraiment chouette. Crypto qui est bien sûr mis en avant depuis la sortie de Superman 2025, réalisé par James Gunn. Donc là, dans un mois tout pile, on va avoir droit à Supergirl. Franchement, j'ai plus hâte de découvrir ce Supergirl grâce à Superman Woman of Tomorrow que j'ai adoré, que le Superman de James Gunn justement. Je suis sûr qu'elle va être plus badass, plus forte, et toujours avec j'espère, ce côté voyage dans l'espace, avec ce côté post-traumatique dû à ce qu'elle a vécu
sur Krypton et bien sûr après l'explosion. Donc ouais, très curieux. Crypto, le dernier chien de Krypton, à lire absolument, c'est vraiment chouette. J'ai adoré, c'est léger, c'est top. Je continue avec Gargoyles, et Gargoyles, ça fait écho là largement à mon enfance. C'était vraiment une des séries que je regardais gamin. C'était une série bien sûr qui faisait un peu écho à Batman, la série animée. Donc une série des années 90 qui avait droit à 3 saisons. La suite arrive donc en comics, épisode 1 à 6. Le deuxième tome va sortir cet été. Trop cool. Gargoyles à Manhattan, ici à Manhattan. Donc on retrouve les gargouilles dans leur quotidien, j'ai envie de dire. Ils attendent un bébé qui va retrouver, qui va faire connaissance avec cette famille. Donc là, on a tout un édito qui parle un peu de ce qu'on a vécu avant, quel a été le dur labeur pour en arriver à ce comics effectué par le créateur, Monsieur Weissman. Beaucoup aimé, enfin beaucoup aimé. J'ai aimé me replonger dans ce côté nostalgique, parce que du coup j'ai regardé les dessins animés, j'ai regardé les épisodes de l'animé et j'ai kiffé retrouver cette ambiance, surtout avec la voix de Benoît Alman qui prêtait sa voix, le comédien qui prêtait sa voix à Goliath. Voilà. Je vous invite à voir la vidéo, vous en saurez un peu plus, j'en montrerai un peu plus, j'en montre un peu plus dans la vidéo. Voilà. Des dessins assez Disney quand même, ça s'éloigne un petit peu au côté saturé que je retrouvais avec ma VHS quand j'étais gamin. Voilà. Et un petit moment qui m'a touché, qui m'a fait super plaisir, il s'agit de, là je fais sa pub, il s'agit de Super Zero Comics, un lecteur qui s'est lancé sur YouTube récemment et même sur les réseaux, et il découvre au fur et à mesure des bouquins, il se fait plaisir avec des comics et de superbes histoires, et il donne son avis. Je sais que sa chérie lui a offert celui-ci suite à ma vidéo, donc ça me fait super plaisir. Bon, une vidéo qui a pété le game, hein, c'est surtout celle de 1G Comics, une vidéo qu'il a faite avec le cœur. Donc celle-là, je pense que vous l'avez vue. Les Gargoyles, ici Manhattan, c'était vraiment cool. Très content de m'en plonger dedans. Voilà, je vous montre cette planche qui caractérise bien pour moi la série Gargoyles. Parce que la nuit, les gargouilles sont pétrifiées, arrive le jour. Voilà, et puis j'ai la musique dans la tête, c'est trop bien. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, ça va peut-être être redondant, mais c'est parti. The Rockefellers, voilà, une série qui fait partie du label Ghost Machine. Je me suis dit, je vais pas aller vers ce label, je vais pas me lancer dans une nouvelle série une nouvelle saga où sortent plein de bouquins liés à l'univers. Ben, force est de constater que j'y vais naturellement, comme pour Rook Exodus, que j'ai adoré. Donc là, The Rockefellers, tome 1, donc 6 chapitres, de Peter G. Tomasi, Francis Manapoul au dessin. J'ai aimé cette histoire de famille qui est assez feel good, avec un chapitre 1 très épique dans l'action, parce qu'on a cette famille tout droit venue du futur qui s'échappe d'un ennemi, parce qu'ils ont fait une découverte apparemment qui les menace. Donc ils vont se retrouver à notre époque, essayer de s'intégrer. Donc on passe de ce moment assez badass, ils vivent au passage quelque chose assez costaud émotionnellement parlant, et on les retrouve juste après un barbecue, un an plus tard. Ça fait 1 an qu'ils sont sur Terre, à notre époque. On les retrouve un barbecue avec le voisinage. Donc voilà, on va les retrouver dans des moments de vie. C'est des épisodes un peu comme ça. Donc des personnages qu'on apprend à connaître, toutefois attachants. Donc voilà. Et comme je le dis dans la vidéo, la 4e de couverture, bah, c'est un hommage direct à l'un de mes films indépendants américains préférés, Little Miss Sunshine. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Tout à l'heure, j'évoquais le Joker War de James Tanner The Force, et dessiné par Jorge Jiménez, le talentueux Jorge Jiménez. Je vais faire un double, hop là, avec Exquisite Corpses et World Tree tome 3. Magnifique couverture. Cette couverture est magnifique. J'ai beaucoup aimé le tome 1, et là je suis en train de me faire un kiff. J'ai acheté le 2, j'ai acheté le 3, et je vais pouvoir les enchaîner tous les 3. Parce que le tome 1, je l'ai lu direct dès sa sortie. J'ai beaucoup aimé ce côté. C'est un mélange de genres, ça reste de la science-fiction. Tu sens qu'il y a un côté. Il y a un mélange entre Terminator, Orange Mécanique, avec cette histoire d'Undernet, on peut même parler de Matrix, beaucoup d'influences cinématographiques, l'influence Matrix complètement assumée, j'ai envie de dire, 1999, c'est la date de sortie du film Matrix, donc Gabriel et ses amis ont découvert l'Undernet, une architecture secrète sous l'interface d'Internet.
Voilà, donc 25 ans plus tard, ça part en cacahuète. Ce personnage-là est nu et fait le ménage. Donc voilà, James Tynion the Four au scénario, quelqu'un de très prolifique. Dessin Fernando Blanco, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur cette histoire. C'est très beau, les idées de découpage sont chouettes aussi. Donc magnifique couverture encore une fois. Donc hâte de lire la suite, j'ai lu que le tome 1. On a plusieurs moments temporels, 1999, on les retrouve 25 ans après, et il y a un passage à la fin du tome 1 où c'est vraiment dans le futur. On voit un petit peu quelles sont les conséquences de l'arrivée de cette personne-là dénudée. Et ensuite, Exquisite Corpses, je n'ai pas pu passer à côté. Je suis pas parti vers le coffret avec les issues, j'ai attendu qu'il y ait l'album cartonné. Donc le tome 1 avec les 3 chapitres, 3 premiers chapitres. J'ai adoré, j'ai kiffé. Effectivement, on peut parler de Battle Royale, mais ils arrivent à faire monter la sauce gentiment. On arrive dans cette commune un peu paumée de base, mais qui va se retrouver isolée parce qu'une fois par an, on a ces 13 familles qui règnent un peu sur le monde, qui vont faire leur sport pour voir qui va être le big boss des familles. Donc ils désignent tous un champion, et le but étant de dézinguer les autres, et le dernier restant remporte bien sûr la victoire. Chacun a ses enjeux, chaque groupe, chaque famille a ses enjeux. Il y en a, leur but c'est de gagner plus de fric en faisant des dommages collatéraux, et oui, donc les civils sont aussi en danger. Mais honnêtement, c'est très fun, c'est bien dessiné, c'est bien rythmé, on s'attache aux personnages, on a même un peu peur pour eux. Il y a bien sûr un peu de gore. Voilà. La promesse est tenue, je trouve, pour ce Battle Royale. C'est un vrai kiff, c'est un tournoi, et avec des rebondissements, il y a pas mal de choses. Pas mal de choses. À la fin, en plus, on retrouve une espèce de tableau de tournoi, hein, avec les noms des concurrents. Donc il y a un côté un peu jeu vidéo aussi, parce que chaque famille, chaque tueur doit avoir son arme, une arme dédiée. Voilà, donc on a des galeries de couverture aussi qui sont très très belles. C'est vraiment top. Joyeux Halloween, Oak Valley, tâchons de rendre cette nuit inoubliable. Voilà, donc là, ça fait référence aussi pour moi à American Nightmare. Il y a une nuit, ça part en couille. Voilà, donc c'est dédié à ce jeu de la mort, entre guillemets. Vraiment sympa, sans prise de tête. On sent que James Tynion the Four avait besoin de prendre un peu de plaisir, d'avoir une lecture peut-être légère par rapport à ses autres BD un peu plus pointus, comme The Nice House ou encore Deviant. Allez, on continue sur de la franco-belge. Alors oui, c'est un bilan comics, mais je me suis fait un petit plaisir. J'ai pas mal de lacunes, hein, comme tout le monde, on peut pas tout lire. Je me suis lancé sur PTSD, je suis tombé dessus, sous cette édition dans le Kama pour les 20 ans. Donc oui, l'édition est souple, c'est pas la plus belle édition qui existe sur l'œuvre de Guillaume Saint-Gelin. Donc l'auteur de Frontier. Hein. Frontier, je l'ai pas lu, mais je l'ai offert, je l'ai offert à 2 fois, à 2 personnes différentes. Mon frère et un de mes meilleurs potes, qu'ils ont adoré d'ailleurs. C'est vrai que j'avais un peu de mal avec le côté kawaii, mais qui est encore une fois une erreur de ma part. Donc là, je suis allé vers PTSD. Voilà, je parlais tout à l'heure du post-traumatique pour Supergirl ou encore Superman de Absolute. Et ben là, on a une tireuse d'élite qui revient de la guerre et elle est complètement abattue, en dépression totale. Et seuls les cachetons l'aident, entre guillemets, à supporter son quotidien. On ne sait pas dans quel monde on est, à quelle époque on est. C'est des personnages qui... il y a beaucoup de vétérans, mais ils sont tous à la rue. C'est très précaire. Et ce personnage, on va jongler entre ce qu'elle a vécu pendant son service militaire, pour en arriver là, bien sûr, et avec les rencontres qu'elle va faire. Surtout un vétéran qui va l'aider un petit peu parce qu'il va lui confier son chien, histoire de lui tenir compagnie pour l'aider à s'en sortir, tout simplement. Sauf qu'elle va se trouver une nouvelle mission au sein de cette communauté. Elle va s'attaquer aux trafiquants de drogue. Elle va vraiment, parce que c'est une tireuse d'élite, hein, là, elle va vraiment se mettre en mode sniper, en mode militaire, et elle va s'attaquer à ces petites pourritures. Où est-ce que ça va l'amener? Son scénario est assez c'est divertissant. Après, il me manque peut-être quelque chose pour que je me dise waouh, c'est le meilleur truc que j'ai lu. Mais il a
bon, label 619, hein, ils sont forts, il y a toujours des trouvailles, mais je trouve que c'est très généreux, très très généreux dans le dessin. Ça fourmille de détails, ça fourmille de couleurs, c'est super intéressant. Voilà, rien que ça, rien que ça. Elle entend un bruit, elle cherche dans les poubelles pour trouver à bouffer, elle entend un bruit, elle se retourne, direct comme si elle avait un flingue. Juste le réflexe, quoi. PTSD, un terme anglais. Donc en anglais pour Post-Traumatic Stress Disorder. Donc l'état de stress post-traumatique, ESPT ou PTSD en anglais. Donc c'est de la survie et c'est en même temps rempli d'espoir grâce à des personnages comme une espèce de restauratrice avec son enfant qui va faire un petit peu, office de personne bienveillante et encore. Il y a toute une relation qui s'installe entre les deux, c'est vraiment chouette, vraiment chouette. PTSD. Et là, je vous invite un autre ami de YouTube et même Instagram. Il s'agit de Arkheim. Arkheim qu'on peut revoir régulièrement dans des lives. Il a fait une vidéo où il a mentionné, parlé, super bien vendu, un titre qui a été plébiscité par beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs, même France Inter Jeunesse. Il s'agit de Terre aux Lunes. Terre aux Lunes, oui, j'ai craqué. Je l'ai acheté avant la fin de cette opération où on pouvait l'avoir à 27 €. Maintenant, il est passé à 32,90 €. Le tome 1 sur 2, donc une histoire en deux parties de Jade Co. Et Jade Co, je crois que c'est une autrice française qui a fait un travail remarquable sur ce titre. Déjà parce qu'il y a énormément de pages, je crois qu'on est à plus de 200 pages. Édité chez Morgan, je crois que c'est la première œuvre éditée dans cette nouvelle maison d'édition qui a été fondée et qui est dirigée par Sullivan, anciennement chez Meian, je crois. Lors de cette lecture, la dernière fois que j'ai ressenti ça, je crois que c'était avec du Jiro Taniguchi. Effectivement, il y a des influences comme Miyazaki, tout est fait à l'aquarelle et au feutre avec les esquisses. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc on suit l'histoire d'Othello. Donc c'est un enfant ses parents sont séparés. Et Othello, il a un hobby, une passion, c'est l'ornithologie. Et ça, c'est une passion qu'il partage avec son autrice, sa créatrice. Fameuse passion pour les oiseaux, voilà, les dessiner, les découvrir. Et il y en a tellement de sortes que pas évident de les connaître tous. Et elle va intégrer, lapsus, il va intégrer un club d'ornithologie avec son meilleur ami. Et c'est là où cette histoire commence. Donc je m'attends au début à quelque chose d'assez léger, d'assez poétique. Parce que la première fois que j'ai vu le bouquin, je suis pas allé dessus, parce que je me dis ok, bon, il faut faire des choix. Hein. Et ben Arkheim nous l'a tellement vendu, avec d'autres lecteurs, hein, comme Omnibus and Stuff par exemple sur Instagram. Et j'avoue que là, je suis agréablement surpris parce que Othello va vivre l'horreur. En gros, un soir de Noël, il va se retrouver chez son père. Pour rappel, ses parents sont séparés. Et sa mère a besoin de récupérer des affaires chez lui. Et en fait, elle demande à Othello de lui mettre un somnifère dans son verre. Seul problème, c'est que c'est pas un somnifère qu'il lui donne. C'est un poison. Et son père meurt de ce poison. Tout part en steak. Donc c'est d'une violence pour cet enfant. Et il y a une page qui est sublime, qui résume toute la beauté de l'œuvre, je trouve. Alors Othello, c'est pas j'ai vu Othello, c'est pas par rapport à l'œuvre de Shakespeare, c'est surtout par rapport au jeu de plateau, avec ses pions en face blanche et face noire, un peu comme Othello, hein, qui a voilà, ce côté sombre et lumière, et lumineux, voilà, de fameuses zones grises, j'ai envie de dire, hein, des meilleurs persos qui sont super bien écrits. Hein. Et là, après ce drame, il découvre son père meurt et puis il s'en va en courant et là, il se raccroche à quoi? Tout en pleurant, à sa passion, quoi. C'est un mélange des genres, ce bouquin. J'ai adoré, c'est un mélange des genres parce qu'on a du fantastique, de la science-fiction, c'est futuriste, c'est poétique, on s'attache aux personnages, on se demande où est-ce qu'on va aller et comment... Enfin, dans le ressenti des choses, franchement, c'est vraiment... c'est un peu comme du Jiro Taniguchi, quoi. Et là, ces planches sont superbes. Il y a un travail extraordinaire, exceptionnel.
Et Jatko, ouais, j'ai vu une de ses interviews et quand elle s'exprime, c'est comme ce qu'on peut trouver dans ce bouquin, ce qu'on peut lire dans ce bouquin. Voilà. Donc des moments passionnants. Donc malheureusement après ce drame, on retrouve Othello une espèce de pension, maison d'arrêt pour adolescents, enfin presque un orphelinat quoi. Et on va le retrouver là-dedans et il va réussir à sortir grâce à un boulot l'été lié à ses amis d'enfance du club d'ornithologie. Et là, on va découvrir des choses assez fantastiques. On va commencer à avoir des scooters volants et surtout cette rencontre lunaire. Voilà. J'en dis pas plus, c'est trop bien. Terre ou Lune, je sais que beaucoup de monde en a parlé, donc voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. J'ai adoré, j'ai trouvé ça passionnant. Passionnant, poétique et intriguant aussi. Enfin, un mélange des genres très réussi. Une histoire en deux parties. J'ai hâte de lire la suite. Normalement, ça arrivera premier semestre 2027, parce que là, le travail est en cours. Trop cool. Terre ou Lune, première partie. J'enchaîne rapidement. G.I. Joe, tome 2, avec une cover magnifique. Et oui, je passe carrément de Terre ou Lune à G.I. Joe. G.I. Joe, la cover est sublime, avec ce fameux Cobra Commander de l'Energon Universe. Et G.I. Joe, bah, c'est trop cool. C'est un univers que j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui ont pas mal de lecteurs qui ont lâché en route. Et c'est vrai qu'au début, on a Daniel Warren Johnson au dessin pour Transformers, après ça passe à quelqu'un d'autre, encore à quelqu'un d'autre. Mais moi j'aime bien, ça reste très réussi, je trouve, je m'éclate. On a un prélude pour commencer ce tome 2. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà, donc G.I. Joe, on a Joshua Williamson, qui avait fait Superman Dark Prophecy, qui fait Superman Dark Prophecy. Donc là, il s'éclate là-dessus. Là, je sais plus qui c'est pour le tome 2. Bah oui, Joshua Williamson, c'est bon. Dessin ancrage Andrea Milana et Marco Fodera pour le chapitre 12. Couleur Lee Longbridge. Et ouais, c'est du kiff. C'est du kiff. Avec des moments tendus pour les personnages. De l'action, c'est du blockbuster. J'en demande pas plus. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Hâte de lire la suite. C'est des petites lectures plaisir coupable. Et on termine avec le troisième et dernier de luxe des Fantastic Four avec Ryan North au scénario, épisode 23 à 33. Et on a aussi le Giant Size Fantastic Four de 2024, un épisode. Donc, North au scénario, j'ai adoré ce qu'il a fait avec la première famille Marvel. J'ai passé un très bon moment. Alex Ross, bien sûr, qui nous régale avec ses covers. Alex Ross, son Superman paix sur Terre, j'ai tellement aimé. Donc là, on retrouve les 4 Fantastiques après cette attaque de vampires. Ils apprennent que Fatalis est devenu le maître du monde. Donc il y a des parallèles, des épisodes parallèles, je crois, à Marvel World et Doom World. Je suis pas du tout allé vers ces titres. Je sais que c'est un peu comme Ultimate Universe où tous les 2 mois ça sort. Je crois que c'est tous les mois, je sais plus. Je suis pas allé dessus, je me suis pas plus intéressé que ça. Donc hâte de lire la suite. Je vais éviter de me spoiler. Est-ce que je peux me montrer une page badass ou pas là-dedans? Allez, on a toujours Johnny Storm avec sa moustache. Donc ça c'est vraiment le truc qui va marquer le run. La première famille Marvel, très très attachante. Voilà. Après plus de 2 ans d'aventure, le scénariste Ryan North conclut son premier cycle sur la série des Fantastiques. Mais ouais, c'était cool. Hâte de lire. C'est beau en plus, Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Et voilà. Et je termine souvent mes achats lecture, mes bilans de lecture comics avec ce fameux mensuel. Je viens de le nommer, je viens de le citer. Il s'agit de l'Ultimate Universe. On a ici l'épisode 17 et 18 de Ultimate Spider-Man. Ah là là, on approche gentiment de l'épisode 24, mais vraiment gentiment. On a encore le temps. Donc voilà, Hickman toujours au scénario, Keketo au dessin. Je suis pas du tout à jour, je les achète gentiment. Pitch Momoko toujours. Voilà, donc apparemment on a un petit Spider-Man noir là. Donc on verra ce que ça donnera cette affaire. Voilà. Donc très sympathique.
aussi. Mais après, voilà, 2 ans d'existence, on verra ce que ça va donner à la fin, est-ce que je vais être déçu ou pas. Voilà, j'ai tenu mes engagements, je vais aller jusqu'au bout, comme à chaque fois que je fais quelque chose. Voilà, Ultimate Universe, tome 10. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine.